Jambo, Mbote, greetings, bienvenue aujourd'hui. Nous sommes venus voir Linda Ndundo et nous sommes en plein centre de Kinshasa dans la commune de Gombe. Linda Ndundo, c'est une femme qui a vécu en Europe, qui fait partie de la diaspora congolaise et qui est revenue ici au Congo pour pouvoir impacter le pays. Elle est une business facilitator, elle organise beaucoup d'événements comme le Kwanzaa, qui est très très connu dans la communauté afrodescendante, mais je ne vais pas rentrer encore dans les détails, elle va nous expliquer nous-mêmes. Donc rentrez avec moi ici dans ce bureau pour découvrir un peu ce qu'elle fait et qu'elle nous raconte son beau parcours. Allez, venez avec moi. Venez découvrir le magnifique Congo. L'essor d'une communauté passe par l'engagement personnel. Engageons-nous tous à renforcer et à développer notre valeur commune. Africains, à travers les frontières, nous vous attendons. Rendons nos ancêtres fiers. La révolution économique n'est pas pour les faibles. La table ronde du 30 juin nous a déçus. Debout roi, debout reine, lèvons-nous tous. Ingeta Ibaba. Bonjour Madame Linda, comment allez-vous? Je vais bien, c'est gentil. Merci beaucoup de nous inviter dans votre espace de travail. Maintenant, est-ce que ce serait possible de nous raconter un peu votre parcours, comment vous êtes arrivé aussi au Congo? Parce que je sais que vous venez de l'Europe. Et quand est-ce que vous avez décidé de revenir ici au Congo? Qu'est-ce que vous a poussé de revenir ici au Congo? Et qu'est-ce que vous faites ici exactement? Bon, ce qui m'a poussé de revenir au Congo, c'est que quelque part, je suis née en Europe parce que mes parents étaient étudiants. D'accord. Puis ils ont décidé, c'était un peu la mode à cette période-là, de laisser les enfants sur l'Europe, être formés, avoir une éducation occidentale et puis revenir. Et souvent quand j'étais plus jeune et que je demandais à mon père ben, pourquoi je reste, parce qu'après finalement d'autres enfants sont nés ici, comment je reste, alors il me disait toujours un jour tu feras quelque chose de bien pour le Zaïre. À l'époque c'était le Zaïre. Oui. Donc quelque part je me suis retrouvée à un moment à 30 ans. J'ai voyagé dans différents pays, soit pour les études, soit études puis travail. Et je me suis dit, ben, si je ne rentre pas au pays, ben, je ne rentrerai jamais. D'accord. C'est le moment de profiter. Et c'est comme ça qu'à la trentaine, dans le cadre d'un projet, si on peut dire, matrimonial, avec le papa de ma fille, on s'est dit, ben, comme on commence une vie ensemble, pourquoi ne pas tenter au pays? Parce que lui, c'était quelqu'un aussi qui est né ici, qui a vécu ici, mais qui était devenu diaspora. D'accord. Donc, je me suis lancée, je suis venue, mais pas du tout au départ pour faire business, en fait. D'accord. J'ai trouvé un emploi, très vite d'ailleurs, et les gens me disaient, mais tu es folle, le Zaïre, on va te payer combien? Donc, je faisais partie de cette première vague, c'était le 1+4. Cette première vague où les gens ne comprenaient pas. Tu as tout le potentiel, les salaires là-bas, c'est des 200, 300 balles. Donc, je fais partie de cette vague de personnes qui ont ouvert la porte et qui ont prouvé que c'était possible d'avoir des salaires de plus de 300, 400 balles, même si... Et donc, j'ai fait à peu près 11 ans non-stop. D'accord. Sans revenir sur... sur les terrains de la diaspora. Et j'ai travaillé 4 ans, et puis après, par le fait de circonstances, en attendant d'avoir un nouvel emploi, ben, j'ai fait comme tout le monde ici, article 15, débrouillez-vous. Ça, c'est quand même une devise que le feu Mobutu nous a laissée et qui est quand même très utile ici. Exactement. Et en fait, je me suis rendu compte que être rien qu'interprète pouvait me rapporter de l'argent. Au début, c'était une délégation israélienne, $50 par jour. Je n'étais pas vraiment consciente du potentiel. Ah bon, ok, bon, comme je parlais anglais et tout. Quand ils sont revenus, que j'ai vu la charge de travail, je dis non, écoutez, payez-moi $100 par jour. Ok, ils discutaient pas. Je dis attends, il y a un problème. La troisième fois, 150 par jour. Puis finalement, c'est une délégation brésilienne qui me cherche, Congo-brésilienne, qui me dit bon, on paye 350 par jour. Bon, j'ai fini par être facilitatrice pour des délégations
en tant qu'interprète et entre autres quand même encadreuse de délégation. Et j'étais entre 300 et 500. Jusqu'à ce que je rencontre un interprète qui me dit « mais tu casses les prix du marché » et que j'apprenne qu'en fait c'est un montant qui peut être payé quand on est interprète assermenté pour la Banque mondiale et tout ça, on peut aller jusqu'à 500 € de l'heure. Donc c'est là que j'ai vu que bon, c'était un potentiel. Pendant ce temps-là aussi, mon dada, ça avait toujours été d'aider les gens à trouver un emploi, comment faire un CV, une lettre de motivation. Parce qu'en fait, les gens étaient « waouh, comment t'as fait pour trouver un boulot comme ça ?» Mais comment t'as fait? Bon, sur X années, j'avais trouvé peut-être 3 ou 4 boulots et les gens étaient épatés. Ils disaient, c'est pas possible. Ah, mais comment tu peux, tu pleurniches pas? Je dis, ben attends, Donc, je me suis rendu compte que j'avais la bonne méthodologie et donc je suis devenue job facilitatrice. D'accord. Le Seigneur m'a mis à cœur aussi parce que je suis assez pratiquante chrétienne. D'accord. Ça a commencé par un livre qui s'appelle Passeport pour l'emploi d'un chrétien parce que j'avais compris que les gens passaient leur temps à étudier. À prier, oui. Mais ne pas appliquer, étudier la Bible, mais ne pas appliquer ce qui était dans la Bible. Certains ne connaissaient même pas cette Bible, et donc voilà, c'est une sorte de bouquin de vulgarisation qui est sur Amazon, et j'ai un second livre qui est en attente d'un éditeur, Passeport pour l'emploi d'un étudiant, qui va aussi dans la démarche d'aider les étudiants, notamment à construire les 3 ans d'expérience de travail avant la fin de leurs études. D'accord. Et puis bon, ben voilà, c'est par le fait des choses et finalement on voit d'autres contrats, soit de communication, soit de facilitation business, parce que les gens voient un peu une sorte d'efficience. Quand on est encadreur de délégation, on doit prendre des rendez-vous, on agit un peu comme adjointe administrative. Et à un moment, l'ambassade de France me contacte. Elle me dit « Ah nous, on aimerait bien, on a entendu parler de vous, que vous encadrez les experts de l'ENA. » D'accord. Comme ils voulaient relancer ENA Congo, RDC, alors les experts de ENA France. Et il y a un expert qui me dit c'est vraiment chouette de travailler avec vous parce qu'on n'a pas l'impression qu'on est arrivé au Congo. La façon dont vous gérez les choses pendant notre séjour, on sent une continuité. Donc c'est là que j'ai senti que tiens, et que j'ai découvert qu'il y avait d'autres types de facilitateurs aussi qui amenaient les business et que je me suis focus sur ça, j'ai créé Congo Business. Congo Business aussi vient du fait que je travaille beaucoup, les délégations aimaient travailler avec des groupes de communicationnels, de télé et tout ça. Et donc j'ai découvert le monde de la télé et à ce moment-là il y avait Willy Kalengai qui avait sa fameuse émission Géopolis. D'accord. Qui était quand même assez économico, beaucoup moins politique qu'économique. D'accord. Et moi je voulais faire une émission Congo Business. D'accord. Qui donne une idée. Parce que, ayant vécu, quand on est diaspora, on a une longueur d'avance, même si on n'a pas étudié dans un domaine, même si on a une longueur d'avance dans la manière d'être, dans la façon dont on screen les choses, les opportunités et tout ça. Mais on a aussi une connaissance du terrain. De par la famille, de par le vécu, si on a vécu plus longtemps, et de par la méthodologie avec laquelle on vit ici. Si on est diaspora, qu'on vient ici et puis on est toujours dans les trucs VIP, on n'apprend pas. Il faut vraiment être du tout-terrain. Et donc, moi, je me suis rendu compte de ce clivage qu'il y avait, parce que les délégations, elles venaient pour 4 jours, 5 jours. Donc, c'était vraiment des frais étrangers. Et puis après, comment on dit en anglais, les discrepancies un peu des Congolais, c'est qui les bloquaient. Ce qui est le pire ici, je pense qu'on en a quelques fois parlé, c'est l'information. Ici, l'information, elle est retenue, elle est monnayée. Or, c'est l'information qui amène la réussite. Et donc, les gens se bloquent sur l'information. Ils veulent absolument avoir Ça, c'est la première chose. Et donc, ça fait rater des opportunités, du temps, de potentialité, tout ça. Après, donc, j'ai fait les 11 ans. Bon, j'ai eu un petit problème de santé. Donc, j'ai dû partir. Et ça m'a pris 3 ans, à peu près 3-4 ans pour revenir. Et donc, je suis revenue vraiment à zéro, alors que j'étais dans l'apogée, parce que j'avais le côté business facilitation qui pouvait me rapporter des fois jusqu'à 750 ou 700 par jour, alors qu'on me disait que je cassais le marché. Je commençais à avoir des employés que je pouvais placer, par exemple, pour des traductions, des interprétariats et tout ça, parce que je ne pouvais pas m'occuper un peu de tout. Et de l'autre côté, j'avais la job facilitation que je trouvais que c'était un peu comme le volet social de Congo Business. Donc, des formations de 18 heures à $5, je pouvais me permettre de prendre du temps
pour former des jeunes au monde de l'emploi, à l'employabilité, au professionnalisme et de les aider à cerner leur potentiel entrepreneurial. Revenus, on recommence à zéro. Il y a l'OADA, donc les statuts de Congo Business changent. Et je vois que c'est un peu compliqué, le montant à mettre, enfin. Donc je me dis, bon, je crée un établissement que j'appelle End, Do, Go. Donc, to end the situation, do something about it, and go for the solution. Donc, dans End, Do, Go, dans l'entretemps, pendant les années où j'étais partie, j'ai constaté le Esalemi Awa, le Made in 243. J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de gens de la diaspora et des gens du Congo, et aussi des étrangers qui venaient et qui faisaient du 100% congolais quelque part, artisanalement, industriellement, dans le service, dans l'agriculture, dans le manufacturing, enfin bon, plein de trucs. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais le faire. Donc, d'autres avaient déjà fait, notamment, il y avait Sylvie Maloukissa, qui est la première à ma connaissance qui avait commencé là-dedans. Et c'est Made in 243, son concept. Et puis il y avait Betty Kouswamina aussi, qui avait déjà pris une longueur d'avance par rapport à moi, parce qu'en fait je ne misais pas vraiment sur le networking potentiel que j'avais, et qui avait créé le G Together. D'accord. Okay. Et donc moi j'ai plus d'abord créé ce réseau-là, et ensuite quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte des besoins. Et mon créneau, c'est plus dans essayer d'apprendre aux gens de faire les choses ensemble et de mutualiser. Alors, le concept, c'est que bon, si on est 300, 350, on cotise chacun un $10 et chaque mois. Et donc, d'offrir des services mutualisés, d'offrir du marketing mutualisé. Je donne un exemple. Si vous êtes 10 sociétés qui font de la confiture, pourquoi vous allez avoir des différents commerciaux? Exactement. Pourquoi ne pas avoir un commercial qui part avec vos confitures dans des hôtels, dans des restaurants, peut-être dans des écoles, qui fait des events conjoints, mais bien sûr, en fonction du type de client, positionne vos produits. Okay. Et alors, bon, vers des choses qui sont beaucoup plus larges. Bon, on a eu les Jeux de la francophonie. Moi, je me suis posé la question, est-ce que dans les restaurants, on a offert de la confiture congolaise? Okay. Et la spécificité de la confiture congolaise, c'est pas seulement que c'est de la confiture, mais nous avons des fruits que d'autres pays n'ont pas, et nous osons des recettes que d'autres pays n'osent pas. On a par exemple les recettes de Sylvie Maloukissa avec Manitech, sont assez congolisées, mais il y a un brin indo comme ça dedans, puisqu'elle a sa connexion indo-pakistanaise et ce type de clientèle. Donc elle a ajouté dans ses confitures un petit goût, si on peut dire asiatique, à ces confitures. Mais quand on prend par exemple le choix de Natine, ce sont des confitures qui sont plus équatorisées. On a l'impression qu'elles sont européennes parce qu'elle a vraiment une présentation, mais les fruits qu'elle utilise sont vraiment des fruits locaux que on n'aurait jamais imaginé, c'est-à-dire en Europe, on n'a jamais ces fruits-là en confiture, ni ces mélanges. Elle va encore plus loin dans les sauces parce qu'effectivement, c'est de l'européaniser. Donc ça devient du gastronomique. Et alors vous avez aussi un groupe que je me rappelle encore, c'est Félix Mongwanga qui a créé cette sous-coopérative où vous avez par exemple un jeune qui fait les jus. Est-ce qu'il est dedans il y a un jeune qui fait des miels, et ces miels aussi, ce sont des miels aromatisés de par le type d'arbre. Donc, c'est pas comme les autres où vous avez par exemple Esma qui fait aussi des miels aromatisés, mais il n'est pas dans ce créneau-là. Donc, on a vraiment des personnes bien spécifiques qui ont Tomé là, qui fait par exemple de l'alcool avec des feuilles de plantes. Donc, c'est vraiment... alors, il y a tout ce potentiel, toutes ces capacités artisanales, et on essaye de trouver un créneau
pour pouvoir les servir, leur faire leur boom sans que ça leur coûte trop cher. Alors on a aussi un problème que j'avais constaté, c'était le travailler ensemble. Ça, nous les Congolais, on est très business oriented, c'est tout à fait normal que chacun ait son petit business, son petit truc, mais on a cette difficulté de maintenant mettre... measuring the system. Donc, par exemple, on a des cosmétologues, à peu près une dizaine, quinzaine qui sont dans mon réseau, et qu'à un moment, je leur dis, bon, parce que quand vous faites une superbe qualité, vous ne pouvez pas dépasser un certain nombre de produits réalisés. Ils sont passionnés dans ce qu'ils font, donc, mais à un moment, comment vous devenez millionnaire? Ok? Parce que si vos produits de qualité ne sont pas positionnés à Hollywood, il n'y a personne qui va vous acheter votre pot à $100. Okay? Un autre moyen de devenir millionnaire, c'est de viser le grand nombre. Exactement. Comme les expats qui viennent et qui font le grand nombre. Qui vont faire des shampoings qui en fait abîment les cheveux des gens, alors que vous avez une recette où vous pouvez vous dire, ok, vous devenez actionnaire, vous mettez chacun un bout de vos secrets et vous décidez de prendre par exemple un shampoing qui sera mieux que les autres parce que vous aurez fait une recette, que vous acceptez de sacrifier ensemble chacun votre recette. Et vous vendez, par exemple, on est à 20 millions de quinoa. S'il y a 100 000 quinoa qui vous achètent votre bouteille chaque jour, ensemble, vous partagez 100 000 fois quoi? Peut-être $2. 100 000 fois 2, ça fait 200 000. 200 000 $ chaque jour qui est dépensé, et vous avez peut-être 50 cents. C'est quand même... c'est énorme. Voilà. Hein? Donc, voilà. Maintenant, essayez d'expliquer que, par exemple, vous êtes 300, si 299 dépensent $1 chez un des entrepreneurs, ou 5 $ ou 10 $ chaque mois, cet entrepreneur n'a plus besoin d'aller faire un crédit déjà de 299 $. Comme beaucoup d'entre eux sont dans les 5, 10, 15, 20 $, c'est quand même un fonds que chacun a. Donc on se dit, on a un portefeuille de 150 $, au lieu d'aller dépenser quelque part, voilà. Donc c'était un peu le concept de Kwanza Baobab. Exactement. Donc ce concept-là, je l'ai créé et je me suis dit, je voudrais faire des journées aussi de capacitation. Parce que quand on est par exemple un agriculteur ou qu'on est dans le contexte où on fait affaire ici au Congo, time is money, mais ici, ce qui est le plus consommé, c'est le temps. Okay? Et quand on a le temps de l'électricité, on ne peut pas le gaspiller. Quand on a le temps du transport, eh ben, on ne peut pas le gaspiller. Donc, comment ces gens peuvent avoir un renforcement de capacité? Donc faire des événements comme Kwanza Baobab, c'était une opportunité aussi de donner l'accès à des formateurs, parce que dans le groupe, il y a une 60aine de formateurs qui se plaignent que l'État ne fait que prendre des formateurs étrangers. Alors, le problème, c'est que tu prends un formateur étranger, il ne connaît pas le contexte, il ne connaît pas la mentalité. Exactement. Avec en plus la méthodologie qu'ils n'ont pas, moi, en tant que job facilitatrice, c'est inconcevable de venir donner des formations aux gens sans les évaluer au départ. Parce que beaucoup de gens sont arrivés, ils ont été pistonnés, donc ils ne sont pas capables, même s'ils occupent une position, ils ne sont pas capables. Donc il faut les évaluer à l'avance pour voir leurs forces et faiblesses, et comme ça on adapte la formation. La plupart de ces gens ne font pas d'évaluation. Ils viennent, ils donnent une formation. Donc il n'y a pas d'évaluation avant, il n'y a pas d'évaluation après, et il n'y a pas de suivi. Et même quand il y a le suivi n'est pas fait de la bonne manière. Vous allez avoir la mentalité congolaise, il faut faire comprendre à la personne qu'il est en tort d'une certaine manière. Si vous essayez de lui montrer qu'il est en tort à votre manière européenne, qu'est-ce qu'il fait? Il freine, il bloque. Il ne se rend pas compte qu'il est en train de scier l'arbre, mais vous perdez aussi. Donc il faut avoir cette psychologie congolaise qui comprend et qui amène à l'objectif. Un formateur qui vient, il part, il a pris son argent et puis... Alors qu'il y a des gens ici de terrain qui ont formé dans les églises, qui ont formé à des prix démocratiques, un peu comme moi je faisais à 5 $, à 15 $, si on a un groupe de 50, 15 $ chacun, et qui amènent à un résultat. Alors, après est venu, quand j'étais un peu à l'écoute, quand j'ai fait le Kwanza Baobab et quelques réunions agro-Kwanza, parce que les agriculteurs m'ont dit, bon, nous on a des problèmes spécifiques, on ne veut pas être mélangé avec les autres. Donc j'ai beaucoup eu des réunions d'agro-Kwanza Baobab.
et qui devait amener à répondre collectivement à une offre, à un besoin d'un industriel étranger qui avait besoin d'arachides, faire des pâtes d'arachide pour les Nutella, les ceci, les cela en Europe. Et donc, beaucoup ont dit, ils ont besoin d'écouler. Ce qui était plus important pour eux, c'était l'achalandage, écouler leurs marchandises, d'où est venu le marché Kwanza. Et le marché Kwanza, c'était pouvoir positionner ces gens dans un endroit sécurisé et se faire connaître à la population, se faire connaître aux établissements et tout ça, parce qu'en fait, les supermarchés étrangers avaient tendance à les bloquer. Exactement. Ça, c'est la première étape, on les bloque. Quand on voit qu'on ne peut pas les contourner, on accepte qu'ils vendent quelque chose dans le supermarché, mais on fait exprès de ne pas rembourser les montants à temps. Hein? Donc là, maintenant, tu avais un pactole, tu disais que ça allait te rapporter. Moi, je comprends ça aussi parce que j'ai eu des problèmes avec des gens de mon groupe parce que tu prends un stock et puis après, tu essayes de l'écouler, tu ne l'écoules pas à temps, mais la personne dépend de l'argent qui va rentrer. Donc, ou soit, à un moment, on fait une copie. Ça, c'est les Indiens, les Pakistanais, les Libanais. Vous positionnez votre produit. Au début, ça vend bien. Ils analysent et ils copient le produit. Et puis, ils créent un avatar, si on peut dire. Et puis, à un moment, ils commencent à vous dire non, ça ne se vend pas. Parce qu'en fait, ils sont en train de voir si la clientèle va revenir, s'ils sont au même goût, s'ils sont... Hein. Et puis, à un moment, vous ne vendez plus. On vous dit, ah, ça ne se vend pas. Hein. Ils peuvent même créer un faux packaging. Ils vident vos boîtes, ils mettent, et puis, ah non, c'est périmé, c'est ceci, c'est cela. D'où est venue aussi l'idée, quand j'entendais les gens se plaindre par rapport à ça, de faire un supermarché et Salemi Awa, afrocentrique, ou à la limite, s'il y a des produits étrangers, ce sont des produits afro qui viennent du Cameroun, donc de l'Afrique, ou qui viennent de l'Europe, ou qui viennent des États-Unis, puisque là aussi, il y a des produits afrocentriques qui sont créés. Exactement. Et alors, le dernier point qui était un peu concept que j'ai voulu développer, c'était les paniers Kwanza, puisque pendant les fêtes, on offre des paniers et tout ça. Il y a beaucoup de dames qui se sont lancées dans cette histoire de paniers et qui ont commencé dans les paniers à offrir des marques non européennes, beaucoup plus locales. Et voilà. Les paniers Kwanza, c'était surtout pour les faire écouler dans les milieux institutionnels. Parce que si on parvient à amener un député, un sénateur, chaque mois à dépenser $100 sur les 21 000 que soi-disant ils ont ou effectivement ils ont. Et donc chaque mois, ils ont un panier de ces produits-là. Ben, ils peuvent, quand un ambassadeur vient, donner un des produits, dire bon voilà, c'est quand il y a un maire qui vient, quand il y a un secrétaire d'État, quand il y a dans leurs relations et tout et tout. Et donc, ils insufflent de l'argent. Bon, le président de la République a parlé de faire des millionnaires, hein, des Congolais. Exactement. Des millionnaires. Donc, je dis toujours que si l'État, même si c'est des millions de francs congolais, je dis toujours que si l'État décide, par exemple, d'acheter pour 1 million de francs de chocolat, c'est déjà énorme. C'est déjà bon. Et alors, bon, il va les distribuer dans les écoles, où l'État peut créer des supermarchés de l'État. Une sorte de branding qui est relié aux ambassades. C'est-à-dire que quand on rentre, on a une zone franche où les gens rentrent dans l'ambassade et ils trouvent des produits congolais. Ça nous vend. Alors, il y a plein de choses dérivatives comme des index. Quand il y a eu Dubaï, je voulais l'exposition à Dubaï, je voulais pouvoir faire un index des Salemi Awa. Finalement, j'ai pu, avec une fondation, ils couvraient un peu l'expo Dubaï. Et donc, j'ai pu annexer à peu près 40 ou 50, faire une sorte d'index des produits congolais. Alors, parmi les gens du groupe, il y a quand même beaucoup de gens c'est-à-dire ils sont plus performants que moi, hein, ils y arrivent, mais toujours est-il que je pense qu'on n'est pas arrivé au potentiel. Et on a un problème de communication, de travailler ensemble, on a beaucoup de défis parce que c'est un peu comme si on a une mentalité du style on n'aime pas
on n'aime pas avoir l'impression qu'on aide une personne à réussir. Hein? Je comprends. Donc beaucoup de gens, et moi je suis hors système quelque part, parce qu'en fait, pour pouvoir bien réussir au Congo, il faut être dans le show-off. On arrive, on a un montant, on a un bureau, on a une voiture, on a les connexions, on a ceci, on a cela. Alors les gens, ils ont difficile à aller vers un train qui se met en marche. Ils ont difficile à aller dans les fondations de bâtiments. Or, quand on voit tous ceux qui ont réussi aujourd'hui, ce sont des gens que lorsque j'étais là, donc moi je suis arrivée en 2000-2003, ils n'étaient pas ce qu'ils étaient. Et quand je pense, bon je suis quand même issue d'une famille commerçante, si on peut dire, je me rappelle à l'époque, mon père s'était lancé dans tout ce qui est plastique, dans tout ce qui était peinture et tout, et je vois ces business qui sont venus après et qui ont quelque part cassé avec le tissu politique, surtout le nouveau mouvement politique qui est arrivé, avait un manque de confiance dans les entrepreneurs en croyant que, bon, voilà, ce sont des entrepreneurs qui étaient issus de la dictature. Alors qu'en fait, nous avons toujours eu une classe commerciale, on le voit avec les mamans commerçantes. Vous allez voir une maman commerçante, si elle est prospère, que ce soit dans le macal, des bananes, plantains et tout ça, elle se lance dans l'immobilier. Exactement. Et puis ça lui donne une base parce qu'elle a des loyers, et vous verrez que dans 5-10 ans, elle va se lancer peut-être dans une supérette, supermarché, elle est dans le transport et tout ça. Donc la formule, il n'y a pas de formule, on ne peut pas changer la formule qui marche. Okay? Et ce que je constate, c'est beaucoup les politiques qui détruisent les entrepreneurs ici. Beaucoup de tracasseries, c'est vrai qu'on a un guichet unique, okay? On a un guichet unique, mais guichet unique pour créer l'entreprise. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas de suivi. Donc, j'entends encore des nouveaux entrepreneurs, des nouvelles personnes qui viennent de la diaspora, qui se retrouvent à la même situation qu'avant. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la création d'une entreprise à $100 ou à $200. Ça devient toujours du $1000, du $2000. Pourquoi? Parce qu'on a là-dedans des avocats qui prennent. C'est vrai que d'aller avoir la démarche directe, d'aller au guichet unique, c'est bon. Mais bon, voilà, il n'y a pas toujours... Le guichet unique ne semble pas être associé non plus à un cabinet de consultance. Moi, je connais des consultants qui sont meilleurs que moi pour l'accompagnement, et qui sont même dans le groupe pour certains, pour l'accompagnement d'entreprise. Mais il est inconcevable qu'un guichet unique ne donne pas des sessions de formation, par exemple. Donc, quand tu arrives là, c'est juste pour créer ton truc. Mais il n'y a pas des sessions de formation organisées par le guichet unique qui permettent. Bon, j'entends qu'aujourd'hui, la NAPI... Je ne sais pas si c'est avec le guichet unique, fait des tournées dans les ambassades diaspora. J'ai entendu pour l'ambassade de la RDC en Belgique et puis ailleurs. Mais je ne sens pas, on ne sent pas ce boom de la diaspora quand ils reviennent. Parce que, entre autres, et que ce soit pour les entreprises locales ou que ce soit pour celles de la diaspora qui sont créées ici, on a la tracasserie fiscale. Alors, on devrait avoir un guichet unique fiscal. C'est-à-dire que tu es une entreprise, tu commences ton activité, ben c'est pas dès qu'un agent de l'État, lundi c'est à l'agent de l'État de tel service, mardi c'est l'agent de l'État de tel autre service, mercredi c'est l'autre, nanana. Toi, tu n'as pas ton temps à passer à répondre à des ordres de mission. Encore, tu n'as pas l'expertise de voir qu'est-ce qui est un faux ordre de mission, qu'est-ce qui est un vrai. Et alors, cette propension, on est très fort copié par rapport au système belge qui, en fait, tue. La Belgique n'est pas connue pour les startups, les trucs comme ça, c'est plus la France, les États-Unis et tout ça. Ils viennent de s'adapter, mais bon, directement, l'État est prédateur. Avoir un État prédateur, c'est pas bon, parce que les gens restent dans l'informel. Or, c'est dans l'informel qu'il y a plus d'argent ici. Et donc, quand les gens disent que au Congo, il n'y a pas... Mais il faut aller dans tous les endroits de divertissement, de loisirs, et se poser la question, comment ces lieux sont remplis. Donc, pour que nous, business congolais, nous puissions nous en sortir, en tout cas pour nous, c'est qu'on a un système de guichet unique fiscal. Ce que les grosses boîtes ont déjà l'air de rien, parce qu'ils ont toujours quelqu'un qui connaissent là-bas. Et alors...
Ils ont un conseiller juridique, ils ont peut-être un syndic qui les aide, un syndic comptable qui les aide. Et donc finalement, ils arrivent à pouvoir prévoir quelles sont les dépenses fiscales qu'ils vont avoir et à gérer le stress. Mais quand on est une petite entreprise, on ne peut pas en même temps être un homme d'affaires et passer une journée entière dans un bureau pour régler un problème de fiscalité. Merci beaucoup, Madame Linda, pour votre temps. Merci à tous d'avoir vraiment pris le temps de nous suivre. Et si vous avez encore plus d'informations sur Yakalani et notre voyage de business et le voyage ancestral, vous allez sur notre site www.yakalani.africa.com. En venant ici au Congo, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à trouver du boulot, pour vous aider à vous faciliter dans tout ce que le milieu corporate et tout ça, Madame Linda sera là pour vous aider. Dans notre description, on mettra toutes leurs informations, son site internet, son Facebook, Instagram, adresse email, WhatsApp. Vous pourrez la contacter. Donc je vous remercie bientôt et à bientôt et à lundi prochain pour notre nouvel épisode. Au revoir. Au revoir.